Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde d'un oiseau vraiment particulier, le petit duc scope. Ah oui, le plus petit de nos hiboux européens. Exactement. Un maître du camouflage. Et c'est aussi le seul rapace nocturne qui migre, ici en France métropolitaine. Tout à fait. Alors, on a regardé pas mal de choses, des articles de la LPO, une étude scientifique slovène assez poussée avec du suivi GPS hyper intéressant. Oui, très précis. Plus des fiches classiques, oiseaux.conservation nature, et puis des infos plus locales, genre Franche-Comté, Vendée. D'accord. L'idée, c'est de brosser un portrait de cet oiseau discret, comprendre un peu ses habitudes, les menaces, et ce qu'on peut faire pour l'aider, surtout dans nos campagnes. Bon, on s'y met? Allons-y. Déjà pour le reconnaître, faut ouvrir l'œil, hein. Il est vraiment petit. Oui, 19-20 centimètres, c'est pas grand. Et ce plumage? Justement, ce plumage collière, couleur écorce, ça varie du brun gris au roux. En gros, ils se font dans l'arbre. C'est ça, on dit cryptique. Il a aussi ses petites plumes sur la tête, les aigrettes. Oui, mais on les voit pas toujours, si. Au repos, elles sont souvent aplaties. Exactement, très discrète. C'est une différence avec la chevêche d'Athéna, par exemple. Ah oui, la chevêche, elle est plus grande, et son plumage est plutôt tacheté, non? Voilà. Et puis, elle n'a pas d'aigrettes visibles, comme ça. Ce camouflage du petit duc, c'est vraiment son point fort le jour. Quasi invisible. Mais la nuit, on l'entend. Ah ça oui. Son chant, c'est autre chose. Un petit Q, tu, très simple, mais sonore et répété, répété. Le son des soirées d'été dans certains coins. C'est tout à fait ça. Parfois, on le confond avec le crapaud accoucheur, d'ailleurs. Ah oui, tiens. Et on le trouve où, principalement? Alors, sa répartition est vaste, hein. Afrique du Nord-Ouest, sud de l'Europe, jusqu'en Asie. En France, il aime bien le sud. Méditerranée, Corse, vallée du Rhône. Plutôt méridional. Oui, et aussi dans l'Ouest, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées. Ailleurs, c'est plus rare. Et comme vous disiez, c'est un migrateur. Il passe l'hiver en Afrique, c'est ça? En Afrique subsaharienne, oui. Il arrive chez nous vers avril, mai, et il repart assez tôt, en août ou septembre, sauf quelques populations qui restent, en Corse ou à Port-Cros. D'accord. Mais alors, sa situation. Vous parliez de fragilité. Malheureusement, oui. On observe des déclins dans plusieurs pays, Slovénie, Suisse, Italie. Et en France? En France, son aire de répartition a diminué au XXe siècle. Il s'est un peu replié vers le sud. On estime qu'il reste entre 3000 et 12 000 couples. C'est une fourchette large. Ça varie beaucoup. Oui, et localement, ça peut être critique. Vous citiez la Franche-Comté. Là-bas, il est classé au bord de l'extinction. Moins de 20 couples certaines années. C'est très, très instable. Moins de 20 couples. Pfiou, ça fait réfléchir. Et il vit où exactement? Son habitat préféré, c'est quoi? Il aime la diversité, les paysages semi-ouverts. Le bocage, c'est idéal pour lui, avec des haies. Les vieux vergers aussi, les parcs, les grands jardins. Près des humains, parfois. Oui, souvent près des villages ou des fermes, mais il évite les forêts trop denses ou les immenses plaines cultivées sans arbres. Il lui faut des perchoirs près de zones riches en insectes. Et pour le nid, il fait comment? Il est cavernicole, donc il cherche une cavité existante. Un trou dans un vieil arbre fruitier, un platane, une fissure dans un mur, un vieux bâtiment, parfois même un ancien nid de pie ou de corneille, ou un nichoir. D'accord, il s'installe où il peut trouver de la place. Et niveau comportement, à part sa discrétion le jour. Il est surtout actif la nuit, très territorial pendant la saison des amours, et si on le dérange en bain jour, sa technique, c'est l'immobilité totale. Il se raidit, ferme les yeux et ressemble à une branche. Incroyable! Et il mange quoi principalement? Des insectes, j'imagine. Oui, c'est un grand insectivore. Les sauterelles, les grillons, les papillons de nuit, c'est vraiment 90% de son régime. Comment il chasse? À l'affût, depuis un perchoir, il repère ce proie et hop, il fond dessus au sol ou parfois l'attrape en vol. Il n'est pas rare de le voir chasser près des lampadaires. Ah oui, malin, ça attire les insectes. Exactement. Après, il peut compléter avec une petite souris, un petit oiseau, un lézard, si l'occasion se présente. Ok, et ça nous amène à un point important que la LPO soulignait, surtout en PACA, les jeunes. Apparemment, ils quittent le nid sans savoir voler. C'est tout à fait ça, et c'est crucial de le savoir. C'est une étape normale, l'émancipation. Ils se retrouvent au sol, près du nid, ils explorent. Mais ils ne sont pas abandonnés. Non, pas du tout. Les parents sont là, discrets, souvent cachés dans les arbres juste au-dessus, et ils continuent de les nourrir. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les ramasser si on en trouve un au sol et qu'il n'a pas l'air blessé. D'accord. Donc la consigne, c'est on ne touche pas. En principe,
oui. Ou alors, s'il y a un danger vraiment immédiat, une route, un chat qui rôde, on peut le déplacer de quelques mètres, le mettre en hauteur sur une branche basse, un muret. Mais pas plus. Parce que sinon, on risque de faire pire que mieux et d'encombrer les centres de sauvegarde. Exactement. La LPO PACA donnait l'exemple d'années avec une centaine de jeunes petits ducs amenés, alors que peut-être 10% seulement étaient vraiment blessés ou orphelins. Donc on intervient seulement si. Si l'oiseau est clairement blessé, une plaie, une aile qui pend, s'il ne tient pas sur ses pattes, ou si on est sûr que le nid vient d'être détruit par exemple. Là, oui, il faut appeler un centre. C'est très clair. Et ces menaces, justement, revenons-y. Vous parlez de son régime insectivore. Bah oui, c'est là le nœud du problème. La première menace, c'est la disparition de ses proies, les gros insectes. Et ça, c'est directement lié à l'usage massif des pesticides. C'est la cause numéro une. Oui, et ensuite, il y a la destruction de son habitat. On coupe les vieux arbres creux, on arrache les haies pour agrandir les parcelles, on rénove les vieux bâtiments sans laisser de trous. L'urbanisation grignote aussi ces territoires. Et j'imagine que ce n'est pas seulement le petit duc qui souffre de ça. Non, bien sûr. C'est un problème beaucoup plus large. On parle d'un effondrement des populations d'oiseaux des milieux agricoles en Europe. Une chute de plus de 50% en 40 ans, c'est énorme. Ah oui, quand même. Et le petit duc, avec sa dépendance aux insectes et aux vieux arbres, il en plein dedans. C'est un bon indicateur, en fait, de la santé de ces paysages agricoles traditionnels. Sa fragilité nous alerte sur l'état de tout un écosystème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les études comme celle en Slovénie, elles donnent des pistes concrètes? Oui, et elle confirme ce qu'on pressentait. L'importance cruciale de maintenir une agriculture plus extensive. Il faut garder et replanter des haies, avec des arbres, des arbustes, une bande d'herbe ou pieds. Et les vieux vergers? Les conserver, absolument. Les vergers haute tige, c'est un habitat clé. Les rajeunir petit à petit, mais surtout garder les arbres avec des cavités. Pour les prairies, c'est la gestion qui compte. Faucher plus tardivement, laisser des zones non fauchées, Des refuges pour les insectes. c'est ça. Au moins 10-20% de la surface. Et utiliser des faucheuses qui écrasent moins, comme les barres de coupe, coupées à au moins 10 centimètres du sol. Et bien sûr, le point essentiel, réduire, voire arrêter, les pesticides. Planter des arbres isolés pour les perchoirs aussi, ça aide. Et les nichoirs. Oui, tout ça contribue. Des perchoirs près des zones de chasse, c'est bien. Et poser des nichoirs adaptés, ça peut vraiment compenser le manque de trous naturels dans certaines zones. Donc en gros, aider le petit duc, c'est recréer des paysages plus vivants, plus diversifiés. C'est exactement ça. On dit que c'est une espèce parapluie. Parapluie. Oui, parce que les actions qui le protègent, lui, elles bénéficient en fait à plein d'autres espèces. D'autres oiseaux, des insectes comme les papillons, des petites bêtes, toute la biodiversité liée à ces milieux. Donc pour résumer, ce petit hibou, si discret, si bien caché, c'est en fait un témoin super important de la santé de nos campagnes. Sa survie dépend vraiment de nos pratiques, de comment on aménage le territoire, c'est-à-dire. Mais au-delà des mesures juste pour lui, ça pose la question tout entière. Comment on veut gérer nos paysages demain? Comment peut-on avoir une agriculture qui produit, bien sûr, mais qui laisse aussi de la place pour le vivant, pour la nature, maintenir ces mosaïques d'habitat, ces haies, ces prairies? Ce n'est pas juste pour sauver le petit duc, c'est aussi essentiel pour nous, pour la résilience de nos environnements face à tous les changements qui arrivent. C'est une question de fond, en fait.